Hey, j'ai envie d'aller pêcher, tu viens? Ouais, ok. Mais tu veux pêcher quoi? Des poissons. Des poissons. Oui, des poissons. Oui. Pourquoi tu veux pêcher des poissons? Ah bah c'est pour le manger, hein. C'est pas pour lui faire des câlins, c'est sûr. C'est pas sérieux, les poissons c'est des potes, c'est pas de la bouffe. Ah, ton poisson, avec sa mémoire de 3 secondes, je suis pas sûr qu'il ait des amis. Hein. Ah bah c'est sûr qu'avec 3 secondes de mémoire, on va... Ah mais t'es sérieux? Est-ce que ça semble cohérent une seconde que des poissons qui sont des organismes qui vivent dans des milieux complexes, avec des sociétés relativement complexes, des espérances de vie assez grandes, puisque le requin du Groenland, maturité sexuelle, 150 ans, entre nous soit dit, 150 ans sans rien faire, ça fait beaucoup quand même. Soit capable de survivre avec 3 secondes de mémoire. Ça pose pas de problème, ça. Alors des études qui soutiennent ça, on en a pas en fait, rien, zéro, rien, il y en a pas. Non. En revanche, des études qui disent le contraire, ouais, là on en a. On a plein d'études qui montrent que les poissons étaient capables de mémoriser ce qu'on leur a demandé de mémoriser pendant la durée de l'étude. Parce qu'en fait, pendant longtemps, on n'a eu aucune étude sur du long terme. Pas parce que les poissons ne pourraient pas se souvenir d'informations pendant longtemps, mais uniquement parce que aucun chercheur avait travaillé dessus en fait. Après, on a des études de 99, notamment sur les morues, qui montrent qu'elles ont été capables de mémoriser une information pendant 8 mois. On a également une étude de Cullen Brown en 2001 sur des poissons arc-en-ciel, où Cullen Brown a appris à des poissons arc-en-ciel à réagir d'une certaine manière lors d'un comportement d'évitement à un danger. Bon, je sens bien que comportement d'évitement, c'est un peu vague et qu'il faudrait des précisions. Alors en gros, les poissons sont mis dans un aquarium. Dans cet aquarium, les chercheurs mettent également un filet. Filet qui fait très exactement les dimensions de l'aquarium pour que les poissons ne puissent pas passer sur les côtés. Pourquoi est-ce qu'ils essaieraient de passer sur les côtés? Eh bien parce que le filet est relié à un rail qui lui fait parcourir l'aquarium d'un côté à l'autre. Donc le filet va s'approcher des poissons, réduisant ainsi l'espace disponible dans l'aquarium. Bien évidemment, les poissons paniqués par l'arrivée du filet, leur réflexe premier c'est de fuir le plus loin possible du filet. Bah ouais, mais on est dans un aquarium, donc il y a un moment c'est fermé quoi. Eh bien les poissons doivent apprendre que le jeu est truqué. Et progressivement, ils vont s'apercevoir que le filet est percé et que, au lieu de suivre leur instinct de partir dans la direction opposée, eh bien ils doivent rentrer à l'intérieur du filet, localiser le trou, pour pouvoir ensuite sortir de l'autre côté de l'aquarium, là où à présent ils sont vraiment en sécurité. Et puis pendant 11 mois, ces poissons n'ont plus été soumis à ce protocole, donc n'ont plus eu à exprimer ce comportement d'évitement. Eh bien 11 mois plus tard, 11 mois c'est un tiers de leur espérance de vie, c'est 30 ans chez nous. À peine remis face à la situation expérimentale, ce comportement d'évitement est réapparu immédiatement à la stupeur de Cullen Brown. On a également des observations sur les poissons rouges qui montent à 1 an. On a peu d'études qui sont allées plus loin que ça, mais en tout cas, beaucoup de poissons ont au moins 1 an de mémoire, voire beaucoup plus. On soupçonne que les saumons, lorsqu'ils retournent sur leur lieu de naissance, le font de mémoire. Il semblerait que petits, lorsqu'ils passent pour la première fois, ils prennent des repères, que ce soit olfactifs ou que ce soit des points de repère visuels, et ces repères vont leur servir, une fois adultes, plusieurs années plus tard, à reparcourir les centaines de kilomètres qui les séparent du lieu où ils sont nés, pour y retourner se reproduire. Ça calme ça, hein? En 2016 est également parue une publication qui tend à montrer que les poissons zèbres posséderaient l'équivalent de notre mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est la mémoire qui nous permet de nous souvenir qu'on était à un certain endroit avec une certaine personne, dans une certaine situation à une certaine heure. Les poissons sont capables de lier des lieux à des heures avec d'autres poissons, par exemple. Et si on veut enfoncer un dernier clou dans le cercueil de Smith des 3 secondes, on va lancer les hostilités. Batigobus soporator. Les Batigobus soporator sont des poissons qui vivent dans des petites flaques d'eau et se nourrissent dedans. Mais ils se retrouvent pas dans la flaque d'eau par hasard. Il n'y a pas un moment, il pleut un goby. Ça serait marrant, mais non. Et donc, comment ces poissons se retrouvent là? Eh bien, à marée haute, les gobies vont nager et mémoriser la topographie du sol. Où sont les bosses, où sont les creux. Ensuite, une fois que la mer va se retirer, ils vont choisir une flaque qui deviendra leur maison et ils vont y rester. Le problème de ça, c'est qu'ils deviennent très vulnérables aux prédateurs, notamment les oiseaux. Eh bien, en cas d'agression, les gobies sont capables, de mémoire, de sauter d'une flaque à l'autre pour éviter ses prédateurs, voire même de retourner jusqu'à la mer, sans jamais se tromper. Et si vous prenez un goby et que vous le déplacez ailleurs dans cette zone, il sera toujours capable de revenir à sa flaque de départ ou à l'océan. Il leur suffit d'un seul passage sur la zone pour la mémoriser en entier. Moi, je le fais pas, ça. Hein. Et là, on pourrait me dire, ouais, enfin, le goby, il saute, il regarde, machin, il voit où sont les flaques et ensuite il s'oriente.
Ça pourrait, mais c'est pas le cas. Aronson, qui a fait ses études, a créé des plages artificielles dans lesquelles il a déplacé les gobies. Ces gobies n'avaient donc pas pu observer la zone préalablement. Et bien à ce moment-là, ces poissons ne sautent plus, même si on les pousse avec un bâton, puisqu'ils ne connaissent pas la zone et ils ne prennent donc pas le risque de sauter à un endroit qu'ils ne connaissent pas et risquer de se retrouver à l'air libre et de mourir. Mais ça s'arrête pas là, c'est que si ces poissons sont retirés pendant 40 jours, puis remis dans la zone, ils sont toujours capables de s'orienter. Donc là, on parle d'un poisson qui est en un passage, cartographie la totalité d'une zone, est capable de savoir quelle flaque mène à quelle flaque, et ce pendant au moins 40 jours. 3 secondes de mémoire. Ouais. Oh, this you crazy mother. Et d'accord, mais les poissons, quand même, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de famille, pas de société, c'est des poissons, c'est que des poissons. Eh ben, il y a du boulot. Déjà, première question, il faudrait pour avoir des amis qui soient capables de se reconnaître individuellement. Eh bien, c'est le cas. On sait que les poissons sont capables de se reconnaître, que ce soit par des motifs faciaux, ou des couleurs, ou des motifs morphologiques, ou également, ils peuvent se reconnaître à l'odeur. Un peu comme... Alors oui, selon les sociétés et les espèces dans lesquelles vous vivez, c'est pas forcément bien perçu de reconnaître les autres à l'odeur. Ne me dis pas, ne me dis pas. Vanessa, c'est ça? C'est pas forcément classe. Depuis 2009, on sait que certains poissons cyclides sont même capables de reconnaître leur propre odeur et de la différencier de celle de leurs frères ou de leurs sœurs. Mais depuis mars 2016, on a même une étude sur les raimentas océaniques qui semblerait indiquer que ces poissons sont capables de se reconnaître dans un miroir. On sait également que selon les espèces, ils sont capables de reconnaître leurs voisins et de s'y adapter. C'est-à-dire par exemple des poissons demoiselles vont accepter un certain voisin qu'elles connaissent individuellement. Si vous approchez un autre poisson identique en même temps dans leur territoire, eh bien elles n'attaqueront pas leur voisin, en revanche elles attaqueront systématiquement le poisson qui leur est étranger. D'ailleurs, ils sont même capables de créer des liens en famille, par exemple les saumons, lorsqu'ils ont un territoire et que leur voisin est un frère ou une sœur, eh bien à ce moment-là, ils acceptent de diminuer la taille de leur territoire pour partager. Ils sont également beaucoup plus tolérants sur les franchissements de territoire que si c'était un poisson parfaitement étranger. Bon, c'est sympa de se reconnaître les uns les autres, tout ça, mais si un poisson égale un autre poisson et que finalement ce sont tous plus ou moins des clones les uns des autres, ça présente pas d'intérêt de se reconnaître individuellement. Donc il faudrait maintenant se demander si les poissons ont des personnalités distinctes. Eh bien oui, encore une fois, on a beaucoup de travaux qui montrent l'existence de personnalités chez les poissons, que ce soit chez les requins ou d'autres espèces, et les chercheurs utilisent en général des amplitudes type courageux ou au contraire un peu craintif, ou qui apprend facilement, qui n'apprend pas facilement, qui est capable de développer une certaine utilisation d'outils ou pas. Oui, parce que les poissons utilisent aussi des outils. Et donc, il y a plein de personnalités différentes. Il y en a qui sont plutôt courageux, d'autres plutôt grégaires, il y en a qui apprennent facilement. C'est exactement comme chez nous. Ok, donc ils savent se reconnaître individuellement, ils ont des personnalités, maintenant est-ce qu'ils sont capables de créer des liens entre eux? Eh bien encore une fois, oui, on a plusieurs travaux, dont notamment des travaux sur les guppies en 96, qui ont montré que la familiarité se crée entre les poissons. D'après les études, ça prend une douzaine de jours à peu près pour créer une familiarité entre les membres d'un groupe. Il existe en gros 2 niveaux de groupe chez les poissons. On a le banc de poissons, où les individus sont relativement anonymes les uns par rapport aux autres, et puis on a un deuxième niveau, c'est le niveau du petit groupe. En général, les poissons choisissent d'appartenir à un petit groupe, et ces petits groupes familiers sont beaucoup plus efficaces pour trouver de la nourriture ou pour fuir les prédateurs. Ok, donc, ils se reconnaissent individuellement, ils ont des personnalités, ils créent des liens de familiarité. Maintenant, pour pouvoir avoir des amis, il faut tisser des liens de confiance. Est-ce que les poissons sont capables de tisser des liens de confiance les uns avec les autres? Eh ben ouais, encore une fois, oui. Les épinoches ont une stratégie qui consiste à approcher un prédateur pour lui dire, 1, que son effet de surprise, et 2, de manière à évaluer le degré de dangerosité de ce prédateur. Eh bien, le problème, c'est que si une seule épinoche sort du groupe et s'approche de ce prédateur, et que ce dernier se fâche, se retourne et la gobe, elle est relativement perdante dans l'affaire. En revanche, si elles avancent à 2, eh bien, l'effet de 2 épinoches qui partent dans des directions opposées va probablement perturber le prédateur qui ne saura plus où elle est, et dans le pire des cas, si l'une se fait manger, eh ben, ça donne 50% de chance de survie en plus à l'inspection. Eh bien, on pourrait dire que ces épinoches procèdent à ce type d'inspection avec n'importe quelle autre épinoche. Eh bien, détrompez-vous, mes amis, c'est très faux. Les épinoches ont un partenaire préféré avec lequel elles ont tissé des liens de confiance au fur et à mesure de diverses inspections où l'autre ne les a jamais trahis. Par exemple, une épinoche qui commence pour la première fois à faire cette technique avec une autre épinoche et celle-ci fuit rapidement. Eh bien, l'épinoche initiale ne recommencera plus jamais avec celle qui a fui. En revanche, si c'est leur partenaire habituel et que lors d'une inspection, il fuit, eh bien, les épinoches ne leur tiendront pas immédiatement rigueur. Il faudra vraiment qu'ils les trahissent un grand nombre de fois avant que ce lien de confiance ne soit brisé. Une observation de 2015 est fascinante aussi sur les poissons cigans. Cette observation montre que ces poissons forment des duos, et lorsqu'ils vont s'alimenter, eh bien un premier poisson va se nourrir dans les récifs coralliens pendant que l'autre monte la garde.
Une fois que le premier a fini de manger, il pourrait très bien s'en aller et laisser le garde un peu penaud à devoir manger et assurer sa propre sécurité. Eh bien non, ce poisson va effectivement aller monter la garde pendant que le premier qui ne s'est pas encore alimenté va pouvoir aller se nourrir. Et ils ont une alternance d'à peu près 50-50, donc tout à fait respectueuse de l'autre. Et c'est pareil, ce sont des liens de confiance qui se créent. Ok, donc on sait qu'ils sont capables de se reconnaître individuellement. On sait également qu'ils ont des personnalités. On sait qu'ils créent des liens familiaux et on sait qu'ils créent des liens de confiance. Maintenant, est-ce qu'ils créent des sociétés? Bon, je suppose que vous commencez à prendre le rythme, donc vous vous doutez de la réponse. Bien évidemment, les poissons ont aussi des sociétés. Tout d'abord, il faut savoir que les poissons s'observent énormément. Dans certains cas, on pourrait même dire qu'ils s'espionnent. Et depuis 2007, on sait que certains d'entre eux possèdent ce que l'on appelle l'inférence transitive. L'inférence transitive, en quoi ça consiste? On va prendre un poisson qu'on va appeler le poisson focal, puisqu'on va focaliser notre attention sur lui. On le met dans un aquarium, et autour de cet aquarium, il y a différents compartiments dans lesquels nous avons un poisson A, un poisson B, un poisson C, un poisson D, un poisson E. En haut sont gardées quelques femelles qui vont provoquer l'agressivité des mâles entre eux. Ensuite, le poisson focal va observer le combat du poisson A contre le poisson B, du poisson B contre le poisson C, du poisson C contre le D et du D contre le E. Ensuite, mis face au choix de devoir combattre le poisson A ou le poisson E, eh bien ce poisson choisira invariablement de combattre le poisson E, le poisson le plus faible, alors qu'il n'a jamais vu d'interaction entre A et E. Puisque, par la cascade d'enchaînement de ce qu'il vient d'observer, il en déduit que E est moins fort que A. Et même avec des liens moins espacés, par exemple C et E, ce poisson ne se trompe pas. Certes, les poissons sont capables de déduire des choses de ce qu'ils ont vu, mais ils sont aussi capables de modifier leur comportement si quelqu'un d'autre les observe. Par exemple, les poissons combattants. Lorsque deux mâles se battent, selon l'audience qui observe le combat, leur comportement va être tout à fait différent. Si c'est un mâle, les mouvements très amples vont diminuer et l'agressivité va être décuplée, beaucoup plus de morsures notamment. Si c'est une femelle qui observe le combat, eh bien les comportements agressifs diminuent, voire disparaissent, et sont remplacés par une augmentation des comportements qui vont servir à impressionner l'autre, puisqu'ils servent autant à impressionner l'autre mâle que la femelle. Mais ça ne s'arrête pas là. À l'issue de ce combat, nous prenons le gagnant et nous le mettons face à deux femelles. Une naïve qui n'a pas observé le combat, et une qui a vu le combat. Eh bien ce poisson essaiera de séduire n'importe laquelle des deux, sans vraiment de préférence. Mais, si l'on présente le même choix à celui qui a perdu le combat, eh bien lui essaiera préférentiellement de séduire la femelle qui n'a pas vu le combat, puisque les probabilités de se faire rejeter par celle qui a vu le combat sont très élevées. C'est ce qu'on appelle l'effet gagnant-perdant. Maintenant, est-ce qu'il existe des traditions chez les poissons? Eh bien encore une fois, oui, il existe des traditions chez les poissons. Ça a notamment été observé chez des gorettes jaunes, où les gorettes dans leur environnement utilisent différents endroits pour manger, pour se reposer. Et ce sont des endroits qui sont transmis de génération en génération. Les chercheurs qui se sont penchés sur cette question ont introduit de nouvelles gorettes jaunes, naïves, dans l'endroit où il y avait des gorettes qui avaient déjà établi un petit peu leur campement. Eh bien, on s'aperçoit que les gorettes naïves vont rapidement commencer à employer les mêmes endroits, utiliser les mêmes lieux pour les mêmes choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on supprime ceux qui étaient là au départ? Eh bien, on se rend compte que les gorettes naïves qui ont appris les nouveaux endroits continuent à utiliser ces endroits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on supprime toute cette population et qu'on réinstalle une nouvelle population complètement naïve? Eh bien, elle va employer d'autres endroits pour ces différentes activités. Et ils vont manger à un autre endroit, se reposer à un autre endroit. Ce qui prouve que c'est pas le lieu qui incite à ça, mais vraiment une transmission culturelle. Bon, en matière de relations complexes, on ne peut pas faire l'impasse sur lui. Nous allons donc aller voir du côté du labroïde d'Immediatus. Labroïde d'Immediatus, c'est le labre nettoyeur. Alors, en quoi consiste sa vie? Accrochez-vous, c'est pas facile. Les labres nettoyeurs sont des petits poissons qui vivent en se nourrissant des parasites et des peaux mortes des autres poissons. Bon, on va être clair une seconde. Personne n'aime se nourrir exclusivement de peaux mortes. Ni vous, ni moi, ni le labre. Par conséquent, ce dernier va essayer de temps à autre de tricher et de manger également le mucus des poissons. Le mucus est la couche protectrice autour des poissons. Ce qui pose un petit problème parce que ces poissons n'aiment pas du tout se faire manger le mucus sur le dos. Donc le labre ouvre des stations de lavage. En général, il est à la tête d'un harem avec une grosse femelle qui est la femelle principale et d'autres petites femelles. Et il s'occupe de clients qui viennent se faire déparasiter. Lorsque la station est ouverte, le labre va se parer de couleurs très lumineuses de manière à dire « Eh les mecs, on peut y aller ». Là, une file d'attente va commencer à s'installer. Et c'est là où ça devient impressionnant. Les labres sont capables de mémoriser une centaine d'individus différents, toutes espèces confondues, et se souvenir des interactions passées qu'ils ont eues avec eux. Les labres ont de très bonnes capacités de catégorisation. Par exemple, ils savent dissocier les poissons qui sont des prédateurs et qui pourraient les attaquer, et ceux qui ne le sont pas. Et par exemple, les poissons prédateurs vont avoir un traitement de faveur, notamment le labre masse beaucoup les poissons. Vous avez des clients qui aiment tellement les massages qu'ils en deviennent addicts. Ils reviennent se mettre à la queue pour se refaire masser toute la journée, alors qu'ils n'ont plus de parasites.
Simplement parce que chez ces poissons, comme chez nous, les massages provoquent un abaissement du niveau de stress, et donc en quelque sorte une sensation de bien-être. Et quand vous êtes un labre, eh bien croyez-moi, vous essayez de maintenir le niveau de stress de votre prédateur au plus bas possible. C'est toujours une bonne nouvelle pour vos chances de survie. Ce qui explique donc ce traitement de faveur envers les prédateurs. Et donc pour revenir, nous avons de l'autre côté les poissons non prédateurs. Ces derniers ne pouvant pas agresser le labre, si le labre triche, eh bien ils vont quand même le punir et le poursuivre. Le labre puni de la sorte va se souvenir de cette interaction, et la prochaine fois que ce poisson viendra à la station de lavage, eh bien il aura le droit au lavage 4 étoiles avec les jantes et l'aileron tout bien nettoyés. Mais ça ne s'arrête pas là, le labre connaît également les poissons par taille de territoire. On a des poissons qui ont des petits territoires et donc une seule station de lavage dessus. Et puis on a des poissons qui ont des grands territoires et beaucoup de stations de lavage dessus. Eh bien, il s'avère que le labre le sait et que les clients qui ont beaucoup de stations de lavage et qui pourraient donc changer de station en cas d'attente trop longue, eh bien passent en premier et les résidents passent en deuxième. Et ça va encore plus loin. Le labre, c'est quand on l'observe. Et par exemple, il ne trichera pas lorsqu'il est observé, puisqu'un poisson qui l'observe en train de tricher va probablement partir dans une autre station de lavage. En revanche, un labre tout seul aura une plus grande tendance à tricher et à manger le mucus des autres poissons. Ce que Redouane Chari, qui a travaillé là-dessus, qualifie d'intelligence machiavélique. Bon, pour terminer sur l'amitié, on a de nombreux témoignages qui viennent de plongeurs mais aussi de chercheurs et qui relatent les relations que ces derniers tissent avec des poissons. Les mêmes poissons reviendraient les voir sur plusieurs années et dans certains cas viendraient même chercher des câlins. Bon, évidemment, c'est un peu dur de savoir ce qui se passe dans la tête de ces poissons, mais on peut au moins dire que ce sont des gestes de confiance et on ne peut pas exclure que ce soit également des gestes d'affection. Bon, pour résumer, les poissons se reconnaissent individuellement, ont des personnalités, sont capables de créer des liens de familiarité, des liens de confiance, des traditions et des sociétés sacrément complexes. D'accord, t'as raison. Ah, mais t'as raison. J'ai une solution. Si on les pêche et qu'ensuite on les remet dans l'eau, le hameçon dans la bouche, ça leur fait pas mal, après ils partent frétiller de la queue, ils s'en vont. Un hameçon dans la bouche, ça leur fait pas mal. Bon. Alors déjà, il faut qu'on fasse une distinction entre la nociception et la douleur. Donc d'un côté, on a la nociception. La nociception, c'est la capacité d'un organisme à percevoir un stimulus potentiellement dommageable pour cet organisme et à y répondre le plus souvent de manière réflexe. Et on a la douleur. La douleur, c'est la perception subjective que l'on a mal. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Et bien c'est autour de ces deux notions que s'est polarisé le débat chez les chercheurs. Est-ce que les poissons ressentent vraiment la douleur de manière subjective, ou au contraire, est-ce que leurs réactions ne sont que de simples réflexes, un peu comme des automates? Aussi étonnant que ça puisse paraître, jusqu'au début des années 2000, on n'en avait pas la moindre idée. Personne n'avait travaillé sur cette question. Et c'est donc en 2003 qu'apparaissent les premiers travaux de Braithwaite et collaborateurs, poursuivis par la suite par Lynn Snedden et ses collaborateurs, sur la souffrance des poissons. Et donc cette recherche réalisée sur des truites arc-en-ciel nous apprend que ces poissons sont dotés de très nombreux nocicepteurs, dont beaucoup sont situés au niveau des lèvres, des yeux et des nageoires, ce qui représente probablement les parties les plus sensibles du corps de ces poissons. Afin d'évaluer le comportement des poissons, les chercheurs leur ont également injecté de l'acide dans les lèvres. Blessées ainsi, les truites développaient effectivement des comportements anormaux qui ressemblaient à s'y méprendre à ceux de quelqu'un qui aurait mal. Notamment, elles se frottaient les lèvres contre les parois de l'aquarium. Et ces comportements pouvaient durer plusieurs heures. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on injecte un anesthésique dans les lèvres de ces truites? Eh bien, on s'aperçoit que les comportements anormaux disparaissent progressivement et que les comportements normaux réapparaissent, comme si la douleur s'était évaporée. Que nous apprennent ces travaux? Eh bien, dans un premier temps, que les truites possèdent les récepteurs qui sont nécessaires pour pouvoir ressentir la douleur. Dans un deuxième temps, que l'on est dans quelque chose qui va plus loin que la simple nociception, puisque les comportements anormaux qui s'apparentent à la douleur se maintiennent pendant plusieurs heures. Enfin, que l'injection d'un anesthésique fait disparaître progressivement ces comportements anormaux, ce qui semblerait aller dans le sens que cet anesthésique atténue la douleur des truites. En 2005 et 2007 sortent des publications de Millsap et Laming qui poussent cette question encore un peu plus loin. En quoi a consisté cette étude qui a impliqué des poissons rouges et des truites? Eh bien, un poisson était mis dans un aquarium dont une partie lui était interdite. À chaque fois qu'il pénétrait dans cette partie, les chercheurs lui appliquaient un choc électrique directement sur la peau. Ah, le poisson, il comprend tout de suite. Au premier choc électrique, il va aller se cacher de l'autre côté de l'aquarium et il se jure qu'il ne remettra plus jamais les nageoires à cet endroit-là. Faudrait peut-être qu'il y ait un suivi quand même dans les laboratoires, parce que cette passion de l'électricité et de l'acide, ça cache peut-être quelque chose quand même. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ajoute un congénère dans la partie interdite, sachant que lui ne reçoit pas de choc électrique? Eh bien, on s'aperçoit que le poisson initial qui a été stressé par la situation expérimentale est tout de même capable de se rapprocher de la zone interdite, et dans le cas de la truite, d'y pénétrer contre les chocs électriques pour aller s'approcher de son congénère, puisque les truites, en fait, sont des poissons assez sociaux qui, lorsqu'ils sont en état de stress, préfèrent se mettre en groupe parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Les poissons rouges ayant répondu à peu près de la même manière, mais de façon un peu moins convaincante, les chercheurs ont décidé de remplacer le congénère par de la nourriture. Eh bien, on s'aperçoit qu'un poisson rouge qui a mangé il y a peu de temps reste le plus loin possible de la zone interdite. En revanche,
plus l'heure de son dernier repas s'éloigne, et donc plus il a faim, et plus il va rentrer dans cette zone malgré les chocs électriques pour s'alimenter. On apprend donc dans cette étude que ces poissons ne réagissent pas à des stimuli douloureux uniquement par réflexe, puisqu'ils sont capables d'influencer les comportements et de prendre des décisions quant à l'acceptation ou non de recevoir des chocs électriques. En 2013, une publication de Linsnedon pose la question: est-ce que les poissons zèbres sont capables de payer un coût pour s'administrer un analgésique? Dans cette expérience, un poisson zèbre est mis dans un aquarium qui est scindé en deux parties. Une partie qui est brillamment éclairée et totalement vide, et une partie plus obscure, enrichie et qui possède un groupe de poissons zèbres. Évidemment, le poisson passe pas son temps dans la partie brillamment éclairée et vide, il serait particulièrement vulnérable. Donc il est assez évident qu'il passe la totalité de son temps dans l'autre compartiment avec ses copains. Bienvenue à la partie moche de l'expérience, une de plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on lui injecte de l'acide? Eh bien rien, il reste dans la partie obscure, on l'a dit, c'est là où il se sent en sécurité. Donc il reste là. Mais Linsnedon avait une idée en tête. Comment va agir ce poisson zèbre si à présent on dissout de la lidocaïne, qui est un analgésique, dans l'eau de la partie brillamment éclairée? Eh bien le poisson zèbre va surmonter sa peur de cette zone lumineuse et va rentrer dedans de façon à s'administrer d'analgésique et calmer ainsi sa douleur. Alors que retirer de ces travaux? Eh bien que manifestement l'analgésique est capable de diminuer une sensation qui est suffisamment pénible pour que le poisson soit prêt à se rendre vulnérable pour s'administrer cet analgésique. Alors autant vous dire que les tenants du simple réflexe, ils commencent à voir les pierres de la forteresse s'effondrer. Et en 2015, Linsnedon, encore aide, publie Pain in Aquatic Animals. Cette publication regroupe tous les travaux qui ont été réalisés et qui essaient d'évaluer la capacité des animaux marins à ressentir la douleur, notamment les poissons, les crustacés et certains mollusques. S'appuyant sur de nombreux critères qui servent en général à démontrer que les animaux terrestres peuvent ressentir la douleur, Linsnedon prouve, étude à l'appui, que les poissons remplissent effectivement toutes les caractéristiques attendues, et en conclut donc très logiquement que oui, les poissons ressentent la douleur. Même si aujourd'hui on n'explique pas encore très bien physiologiquement comment est-ce que ça fonctionne, toutes les études convergent néanmoins, et donc il semble assez évident que comme toute personne normalement constituée, les poissons n'aiment pas avoir un hameçon dans la bouche. N'est-ce pas? Et bien peut-être à la place, on peut aller dans la forêt. Oh, et on attrapera les papillons.